Volney dit plus loin, quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle des Coptes issus de l'alliance du génie profond d'Égyptiens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et c'est là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole, etc. Mais à cette déposition de Volney, immédiatement après le déchiffrement, donc vous voyez bien, je veux insister sur le fait que l'idée que les anciens Égyptiens étaient des Noirs était une banalité jusqu'au déchiffrement des hiéroglyphes. Et c'est à ce moment-là, avec l'apogée de l'impérialisme, qu'il était devenu inadmissible de continuer à penser ainsi. Et l'égyptologie est née. En même temps, l'égyptologie a fourni en même temps qu'elle naquit un effort de négation pour gommer en quelque sorte, effacer l'origine négroïde. On est au Caire en 1974 lorsqu'un grand colloque organisé par l'UNESCO prend place. Pendant cet événement, deux chercheurs africains, Cheikh Anta Diop et Théophile Banga, firent trembler les fondations de l'histoire officielle. Face à un assemblée d'Égyptiens venus du monde entier, ils défendirent une idée qui, à l'époque, paraissait presque scandaleuse. L'Égypte ancienne était une civilisation africaine fondée par des Noirs. Ce jour-là, leur affrontement n'était pas une simple querelle scientifique, car ce qui était en jeu, c'était l'apport de la civilisation des Noirs dans le monde, qui était largement sous-estimé à cette époque. Ce qui fait de cette colloque une bataille historique pour la mémoire des Noirs. Mais pourquoi Cheikh Anta Diop tenait-il tant à prouver que les Égyptiens antiques étaient des Noirs? Quelles ont été les conséquences de cette découverte pour les Noirs du monde entier? Dans cette vidéo, nous allons essayer de le découvrir ensemble. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter cette chaîne. Bienvenue sur Tech Story. Ici, nous parlerons de l'histoire des Noirs, des royaumes disparus, des héros devenus légendes, des luttes oubliées et des victoires éclatantes. Notre mission, redonner de la fierté, rappeler les racines, donner une perspective et une lueur d'espoir à tous les Noirs, en montrant que, dans leurs histoires, les Noirs ont toujours su bâtir, créer et briller à travers le monde. Alors, abonnez-vous, activez la cloche et partagez pour nous donner de la force. Et juste après ça, installez-vous confortablement, nous allons découvrir ensemble pourquoi Cheikh Anta Diop a consacré la majeure partie de sa vie à vouloir prouver que les anciens Égyptiens étaient des Noirs. Sans plus tarder, let's go! Cheikh Anta Diop est né en 1923 dans un petit village appelé Djoutou, centre du Sénégal. Issu d'une famille wolof musulmane, il grandit dans une société encore profondément attachée à ses traditions africaines. Reconnu pour être un génie dès son plus jeune âge, il se passionne très jeune pour la langue, la logique et la culture de ses ancêtres. En 1946, il part pour Paris où il étudie la philosophie, la physique, l'histoire et la linguistique à l'université de la Sorbonne. Là, il découvre l'ampleur du racisme intellectuel qui développe l'idée selon laquelle l'Afrique n'aurait pas d'histoire, pas de civilisation et que les Africains n'auraient rien apporté à l'humanité. Pire que ça, ces arguments étaient utilisés pour justifier la colonisation morale de l'Afrique. Pendant ce temps, des penseurs comme Hérodote avaient décrit les Égyptiens anciens comme noirs. Mais les égyptologues européens de l'époque semblaient complètement négliger cet aspect de l'histoire. Cheikh Anta Diop se dit donc, si les Grecs eux-mêmes reconnaissent la noirceur des Égyptiens de l'Antiquité, pourquoi les écrivains européens l'ignorent-ils? Il y a donc une manipulation de l'histoire à démanteler. Au lieu de se résigner, il décide de répondre par la science. Il s'imprègne des modèles européens pour ses recherches en gardant la conviction que la vérité historique de l'Afrique doit être écrite par des Africains eux-mêmes. En 1951, il prépare une thèse révolutionnaire qui a comme titre « L'Afrique noire précoloniale et l'origine nègre de l'Égypte pharaonique ». Mais cette thèse, jugée trop audacieuse, sera refusée pendant 10 ans par les institutions françaises. Il la publiera finalement dans un roman en 1954 sous le titre de « Nation nègre et culture ». Un livre qui démontre que l'Égypte antique était une civilisation noire africaine. Ces écrits bouleversent la vision du monde.
Parmi ses autres œuvres majeures, dans ce sens, on peut citer l'unité culturelle de l'Afrique noire, publié en 1959, qui démontre les liens linguistiques et culturels entre l'Égypte ancienne et les civilisations africaines actuelles. Antériorité des civilisations nègres, publié en 1967, répond directement à certaines théories racistes. Civilisation ou barbarie, publié en 1981, où il affirme que la civilisation égyptienne est la source de la civilisation mondiale. Cheikh Anta Diop ne voulait pas simplement raconter l'histoire africaine, il voulait la prouver scientifiquement. Pour cela, il fonde un laboratoire de datation au radiocarbone à Dakar en 1966. Là, il va mener des analyses physiques et génétiques sur les momies et les langues africaines. Son approche scientifique, le premier en Afrique à l'époque, bouleverse tous les codes établis. Lors du grand colloque de l'UNESCO, ses arguments étaient si solides qu'ils font vaciller le consensus occidental. Pour la première fois, la communauté scientifique reconnaît la probabilité d'une origine africaine de l'Égypte ancienne. Mais avant tout, c'est quoi l'Égypte antique? L'Égypte antique est née autour de 3100 avant Jésus-Christ, quand le roi Namer unifie la Haute et la Basse Égypte. Cette union marque la naissance d'un État organisé, l'un des premiers de toute l'histoire humaine. L'Égypte antique est une terre bénie par le Nil, ce fleuve qui fertilise le désert, apporte la vie et rythme le temps. Les Égyptiens disaient que l'Égypte est un don du Nil. Mais derrière cette phrase, il y a un peuple ingénieux, des bâtisseurs, des savants, des astronomes, des poètes et des rois divins. Le royaume d'Égypte était remarquablement structuré. Au sommet de tout, il y a le pharaon, considéré comme un dieu vivant. Il était à la fois roi, prêtre, garant de la justice, de l'équilibre universel et de l'ordre du monde. Les Égyptiens l'appelaient Mat. S'ensuit l'administration centrale, dirigée par le vizir, bras droit du pharaon, qui supervisait une vaste bureaucratie composée de directeurs de greniers et de directeurs de trésorerie. Et enfin, l'administration territoriale, divisée en hommes et dirigée par des nomarques chargés de l'irrigation et des impôts. Autour, une société bien organisée et savante, où il y avait des prêtres qui connaissaient les astres, la médecine et les mathématiques, des scribes qui sont lettrés, la mémoire du pays, des architectes et ingénieurs qui bâtissent les pyramides, les temples et les villes. Et enfin, la majorité de la population composée de soldats, des paysans, cultivent la terre du pharaon, des artisans et en bas de l'échelle, des esclaves. C'est en Égypte qu'on a vu naître les premières formes d'écriture, les hiéroglyphes, un système à la fois artistique et symbolique. Les Égyptiens avaient leurs propres croyances composées de plusieurs dieux, dont chacun présentait une force de la nature. Il y avait Ré, le dieu du soleil, créateur de la vie. Isis, déesse de la maternité et de la magie. Osiris, dieu des morts et de la résurrection. Horus, le faucon, symbole du pouvoir royal. Et Anubis, gardien des tombeaux. Pour eux, la mort n'était pas une fin, mais un passage vers une autre vie. C'est pourquoi ils momifiaient les corps pour préserver l'âme dans son voyage éternel. Ce qui rend particulier l'Égypte antique, ce sont ses grandes réalisations en avance à son temps. Il y a les pyramides de Gizeh, construites sous les pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. Aujourd'hui, il fait partie de l'une des 7 merveilles du monde. Puis le temple de Karnak, le Sphinx, les temples d'Abou Simbel, qui sont des symboles de l'architecture divine, et l'invention du papyrus, des premières horloges solaires, des méthodes chirurgie et des concepts mathématiques encore utilisés aujourd'hui. Mais aussi, l'Égypte a influencé largement le monde à travers les Grecs qui ont étudié à Héliopolis et à Thébès, les Romains qui ont adopté ces cultes et plus tard le monde musulman qui a hérité de ses sciences et de son art. L'Égypte est donc considérée par beaucoup comme l'un des berceaux de la civilisation, un lieu où la science et la spiritualité ne faisaient que un. Pourtant, Cheikh Anta Diop a voulu prouver que ces Égyptiens étaient des Noirs. Mais de quelle manière l'a-t-il prouvé?
Cheikh Anta Diop ne faisait pas seulement des discours émotionnels. Il a utilisé la science pour convaincre en pensant par plusieurs recherches, dont les recherches anthropologiques et biologiques, où il a vu analyser scientifiquement les restes humains de l'Égypte antique pour savoir les groupes raciaux auxquels il appartenait. Les méthodes utilisées sont l'étude des crânes et des ossements de momies égyptiennes, mais aussi l'analyse de la mélanine dans le peau des momies afin de déterminer leur pigmentation d'origine. Les résultats obtenus, les tissus cutanés conservés montraient une forte présence de mélanine typique des populations noires africaines. Il conclut donc que les Égyptiens anciens étaient des Noirs au sens biologique du terme. Avant les métissages provoqués par les invasions étrangères grecques, perses et arabes. Les recherches linguistiques. Cheikh Anta Diop a comparé la langue égyptienne ancienne à plusieurs langues africaines modernes, notamment le Wolof, le Serer et le Peul. Méthode utilisée, il a utilisé la linguistique comparée pour repérer des racines communes, des structures grammaticales et des ressemblances phonétiques. Exemple de mots égyptiens trouvés comme mer, sen, qui signifient respectivement noir, aimé, frère en français, se retrouvent sur le Wolof moderne sur le phonétique de Kem, Mer, Sen, avec les mêmes significations. Selon lui, ces parallèles n'étaient pas des coïncidences, mais démontrent une continuité linguistique africaine depuis la vallée du Nil jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Les recherches historiques et culturelles. Cheikh Anta Diop a comparé les coutumes, croyances et structures sociales des Égyptiens anciens avec celles des peuples d'Afrique noire. Similitudes trouvées, le culte des ancêtres et la croyance en la vie après la mort, le totémisme, vénération des animaux comme symbole spirituel, la transmission du pouvoir royal par la lignée maternelle appelée matriarcat, présent chez les Wolofs, les Sérères et les Ashantis à l'époque, et le rôle central des sages et des prêtres comme les marabouts ou les griots dans plusieurs régions africaines. Pour Diop, ces ressemblances n'étaient pas des empreintes, mais des héritages directs d'un même fond culturel africain. Les recherches archéologiques et iconographiques. Cheikh Anta Diop a étudié les représentations artistiques laissées par les Égyptiens comme les statues, les fresques et les peintures murales. Son constat sur les temples et les tombes, les Égyptiens se représentaient eux-mêmes avec la peau sombre, des lèvres épaisses et des cheveux crépus. Ils distinguaient clairement leur peuple Kemet des peuples asiatiques ou européens. Le mot même Kemet signifie la terre des Noirs, ce qui pour Diop était une preuve directe que les Égyptiens anciens se reconnaissaient comme des Noirs. Ce qui fait la force de Diop, c'est qu'il n'a pas travaillé dans une seule discipline, mais il a combiné la physique nucléaire, l'histoire ancienne, la linguistique comparée, l'anthropologie, l'archéologie et la sociologie. Ces approches globales lui ont permis d'établir un système cohérent de preuves montrant que l'Afrique est à l'origine de la civilisation et l'Égypte ancienne fait partie intégrante de cette continuité africaine. Mais comment ces recherches ont été reçues par la critique ? Les critiques sur les recherches de Cheikh Anta Diop proviennent principalement des égyptologues, des historiens eurocentriques et des chercheurs. Les critiques rencontrées sont des critiques sur la rigueur scientifique. Certains chercheurs, notamment des égyptologues européens, ont accusé Cheikh Anta Diop de manquer de rigueur scientifique ou de tirer des conclusions trop larges à partir de données limitées. Leur argument, ces analyses de mélanine sur les momies étaient jugées peu fiables car la peau conservée depuis des millénaires pouvait être altérée, mais aussi les modèles utilisés dans les années 50 étaient rudimentaires. Certains anthropologues occidentaux ont estimé même qu'il africanisait trop l'Égypte sans tenir compte de sa diversité géographique et ethnique. Les critiques linguistiques. On a vu que Cheikh Anta comparait l'Égypte ancien à des langues africaines modernes comme le Wolof ou le Peul. Certains linguistes ont jugé que ces comparaisons étaient trop directes. Leurs arguments, il y a plus de 4000 ans entre la langue égyptienne et les langues modernes. Le fait que certaines langues aient des ressemblances phonétiques pourrait être seulement des coïncidences. Et les comparaisons ne respectaient pas toujours les méthodes linguistiques classiques, comme la reconstruction systématique des proto-langues. Les critiques historiques et idéologiques.
Les détracteurs les plus virulents ont accusé Cheikh Anta Diop de faire une lecture idéologique de l'histoire plus militante que scientifique. Leurs arguments, les travaux de Diop auraient été motivés par un souci de revanche historique dans un contexte de la décolonisation. Il aurait noirci l'histoire de l'Égypte pour réhabiliter l'Afrique au détriment d'une objectivité académique. Pour eux, l'histoire de l'Égypte ancienne est plus complexe et métissée, impliquant des échanges constants entre l'Afrique, l'Asie et la Méditerranée. Les critiques institutionnelles. Pendant longtemps, les institutions universitaires occidentales ont marginalisé ces travaux. Ces thèses ont été refusées à plusieurs reprises à la Sorbonne avant d'être enfin acceptées en 1960. Il a été écarté des colloques internationaux d'égyptologues. Ces méthodes, jugées non conformes aux standards européens, ont longtemps empêché leur reconnaissance académique. Mais avec le temps, plusieurs chercheurs africains et afrodescendants ont repris ces travaux et les ont approfondis scientifiquement. Face à ces critiques, la réaction de Diop était calme, méthodique et fondée sur la démonstration scientifique. Il appelait ses détracteurs au débat public et académique basé sur des connaissances, mais aussi il dénonçait les biais idéologiques et refusait toute polémique personnelle. Il voyait plutôt ces critiques comme un moteur de progrès qui permettrait d'améliorer la rigueur scientifique. Malgré toutes ces critiques, les idées de Diop ont fini par influencer les études africaines modernes. L'UNESCO, dans le volume 2 de l'histoire générale de l'Afrique, où son approche est largement citée, et de nombreux chercheurs africains et afro-américains comme Théophile Benga, Molefi Asante et Rachidi. Aujourd'hui, beaucoup reconnaissent que, même si certaines méthodes de Diop étaient discutables, sa vision globale était juste. L'Égypte antique appartient pleinement à l'histoire africaine. Mais pourquoi donc Cheikh Anta Diop a-t-il passé une grande partie de sa vie à prouver que l'Égypte antique était noire? Regarde autour de nous. La plupart des inventions modernes ont vu le jour à la fin du 19e siècle. Je peux en citer le train, le téléphone, la voiture et l'avion. Aujourd'hui encore, avec l'Internet et l'intelligence artificielle, les progrès technologiques sont plus que fulgurants. Pendant ce temps, les Africains fascinés par ces avancées restent souvent spectateurs. Ils consomment les créations des autres sans vraiment songer à participer à leur conception. L'Afrique, riche en ressources, semble condamnée à garantir des matières premières aux pays développés plutôt qu'à bâtir. Parfois, je me dis que si une nouvelle colonisation était en actualité, il serait plus facile pour les colons que la première fois. Tant d'écart entre l'Afrique et ses anciens colonisateurs n'a cessé de créer. Alors, je me pose cette question. Les Noirs seraient-ils moins intelligents que les Blancs? Sur cette question, j'ai deux théories. La première serait que oui, l'homme blanc serait plus intelligent que l'homme noir. Tous les feux sont verts pour appuyer cette théorie. Si on observe bien le fonctionnement du monde, on a l'impression que les Noirs sont dominants dans les domaines comme les sports, la musique et la danse. Bref, à tout ce qui touche à l'art, à l'expression physique et au divertissement, mais rarement dans la science, la technologie et l'innovation. Il faut dire aussi que la société africaine est souvent fragilisée par la mauvaise gouvernance, les coups d'État à répétition et les guerres civiles. A contrario, les Blancs, avec leurs États solides, leur économie puissante, leurs grandes entreprises implantées chez eux et même en Afrique, semblent régner le monde par la maîtrise, la ruse et la stratégie. Alors oui, à première vue, tout porte à croire que leur intelligence est supérieure. Mais cette théorie, aussi probable qu'il soit, est complètement fausse. En effet, la science a prouvé que l'intelligence n'a rien à voir avec la couleur de peau. Les différences génétiques entre deux individus d'une même race sont parfois plus grandes que celles entre deux races différentes. Par contre, l'intelligence dépend de bien d'autres facteurs comme l'éducation, la santé, l'alimentation, la stimulation intellectuelle dès l'enfance, mais surtout de la stabilité sociale. Et quand on observe bien, beaucoup de Noirs occupent des postes clés dans les plus grandes institutions du monde. Donc non, la couleur n'explique en rien la situation. Ma deuxième serait que le blocage des Noirs ne serait pas biologique mais psychologique. Pendant plus de 3 siècles, les Noirs ont vécu la traite négrière avec des millions d'hommes et de femmes arrachés, vendus, déshumanisés. Cette tragédie a détruit considérablement la confiance intellectuelle des Noirs. Puis
Puis s'en est suivi la colonisation qui, après tous ces dégâts, a redessiné les frontières sans tenir compte du peuple, instauré une dépendance économique et intellectuelle totale, imposé son monnaie et sa manière de gouverner au peuple indépendant. La cerise du gâteau est la réécriture de l'histoire pour faire croire que l'histoire africaine commence avec leur arrivée et qu'avant eux, le peuple africain était dénudé de toute civilisation, ayant droit que la sauvagerie et l'obscurité. Des siècles plus tard, l'Afrique porte encore un fardeau invisible, celui de penser être incapable de se développer par lui-même. C'est précisément contre cette idée que Cheikh Anta Diop et d'autres penseurs africains se sont battus. Ils ont dû restaurer la vérité cachée par les colons, en démontrant que la première grande civilisation de l'humanité, celle qui a inspiré Grec, Rome et tout l'Occident, était africaine. Et le cœur de cette démonstration, c'était l'Égypte antique. Parce que l'Égypte était le symbole universel de la civilisation, qui maîtrisait à la fois l'art, la science, la philosophie, l'architecture, la religion, et que si l'Égypte était noire, alors cela signifierait que les Noirs ont bâti le monde, avant qu'on ne leur dise qu'ils ne savaient rien faire, avant qu'on ne les limite à leur force physique, avant qu'on ne les considère comme des animaux. Ceci rendrait sans doute aux Africains la conscience de leur grandeur qu'on leur avait arrachée. Le combat de Cheikh Anta Diop était de libérer les Africains par eux-mêmes. Il voulait que la jeunesse cesse de croire qu'ils viennent du néant, que les peuples colonisés retrouvent la fierté de leur passé et que les intellectuels réécrivent leur propre histoire. Il disait qu'un peuple sans mémoire historique est un peuple sans boussole. Pour lui, la connaissance était une arme et la vérité un moyen de libération. Malheureusement, il s'éteint en 1986 d'une crise cardiaque à Dakar dans son lit. Il avait 103 ans. Malgré cette courte vie, ses recherches ont continué d'impacter la vie de milliers de jeunes africains, même à ce jour. Pendant longtemps, les jeunes Africains sont restés passifs, acceptant leur sort comme une fatalité et blâmant leurs ancêtres pour leurs souffrances. Mais leur histoire ne fait que commencer. Et cette génération a le devoir de corriger les erreurs du passé. Ils doivent être plus conscients des enjeux du patriote et surtout plus engagés dans la quête du savoir et de l'unité africaine. Pensons aux générations futures. Mettons de côté nos intérêts personnels qui nous ont tant fait défaut. Aimons-nous sincèrement les uns des autres et poussons-nous vers le savoir et l'excellence. Car trop souvent, nous nous sommes divisés pour des broutilles pendant que les choses les plus importantes étaient entre les mains des grandes puissances. La plus grande victoire de Cheikh Anta Diop serait de voir une jeunesse africaine curieuse de leur origine, fière de leur héritage, capable de penser par elle-même et de créer sans complexe. Et dis-toi que si nos ancêtres ont bâti les pyramides encore impossibles à reproduire aujourd'hui, qu'est-ce qui nous empêche réellement de se développer? Merci beaucoup de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu ou si ça t'a aidé à découvrir cette histoire, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à commenter ce que tu penses de cette histoire. Tes critiques et tes suggestions, ça nous encourage à fond et ça nous donne de la force vu qu'on vient de débuter. Pense aussi à t'abonner et à activer la cloche. Comme ça, tu vas être au courant de tous les nouveaux vidéos qui vont arriver. Et il y en aura pas mal. Tu peux aussi regarder notre première vidéo qui parle de comment le Sénégal est passé de 0 à 95% de musulmans et 0 à 4% de chrétiens. Le lien est juste par ici. Et nous, on se dit à la prochaine pour d'autres histoires des Noirs. La danse contribue à créer des sociétés plutôt pacifistes. On en a un exemple flagrant avec l'Afrique. Ouais, mais on danse trop là-bas. Sur le plan militaire, on n'est pas au niveau, on n'est pas concentré, on danse tout le temps. La force de dissuasion du Cameroun, tu plaisantes. Tu fais peur à une chèvre. La musique en Afrique, c'est un problème. Moi, j'en parlais avec mon cousin Fernand l'autre jour. On était au village. Écoute, Fernand, qu'est-ce qui se passe? On est dans une région, ça regorge de matières premières. Je vous montre pas, t'es là dans la... Ah, des diamants, ben oui, mais... Et on n'arrive pas à bouffer. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, on n'est pas concentrés, les mecs. C'est normal, on danse tout le temps.
Pendant qu'on est en train de danser, les Chinois sont à 3 km de notre village. Ils sont en train de construire un port en eau profonde, le plus grand d'Afrique centrale. Ils vident tout le continent des matières premières. Et nous, on danse, on est là pendant ce temps-là. Papa, où es-tu? Non mais attendez les gars. Eux, ils dansent pas, les Chinois. Regarde, quand un chef d'État français arrive en Afrique, bon, c'est vrai que le mec, il est chez lui. En fait, c'est un patron qui descend au stock. On l'accueille en dansant. Bienvenue, t'es malade, ça n'existe pas dans une entreprise. Regarde quand un chef d'État africain arrive en France, par exemple, personne ne danse. À l'aéroport, les gens ils dansent, excuse-moi. Ils sont accueillis par des marches militaires sur le tarmac.